Si l'Europe, on essaye de se mobiliser, comme là c'est un petit peu le cas militairement, si on se mobilise énergétiquement, on aurait de quoi s'autosuffire ou pas vraiment? Si on accélère, excuse-moi, je vais reprendre le terme de transition, là pour le coup, qui s'applique bien. Si on accélère la transition pour s'affranchir du fossile, sans problème. Mais sans problème. Bonjour à tous, aujourd'hui dans la coloc on accueille Thierry Gervais. Après des études en recherche qu'il devait financer seul, Thierry se lance dans une carrière aux multiples facettes, alternant postes techniques et commerciaux pour enrichir son expérience. Il rejoint ensuite Atlantique, une entreprise du secteur du bâtiment, puis Thales, avant de se plonger dans des enjeux industriels complexes avec Ortec. Aujourd'hui, Thierry se concentre sur la production d'énergie renouvelable et travaille sur une solution innovante de stockage d'énergie, une première en France, un projet qui pourrait transformer le secteur. Vous êtes prêts? Vous vous êtes abonné, vous avez commenté et liké cette vidéo. Alors, on peut accueillir Thierry? Ouais. Ah, j'ai bougé. Ah ouais, c'est pour ça. Bienvenue Thierry. Grégoire. Merci d'avoir accepté. T'es tout beau, tu sors directement du travail. Oui, j'y retourne après. Ah ok, d'accord. Parce que tu fais quoi du coup, si tu peux nous expliquer? Alors je suis directeur général d'un groupe énergéticien qui est composé de plusieurs filiales de production d'énergie renouvelable, éolienne, solaire, biomasse, et puis des participations dans l'hydraulique également. On a également un réseau de distribution, donc on a exactement le même métier qu'Enedis à ce titre. Hein. On est régulé au même titre par la Commission de régulation de l'énergie. Et on fournit de l'énergie à 27 000 clients particuliers, entreprises, institutionnelles, collectivités. Donc un bel ensemble pour adresser la transition énergétique. On a toutes les briques qui vont bien. Et c'est ça notre objectif. Je vais te poser du coup pas mal de questions. Tu travailles dans l'énergie, c'est un vrai enjeu du moment, l'énergie. Ouais. Tu peux nous dire pourquoi? Et aussi expliquer un peu ce que c'est que l'énergie, parce que peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est. Oui, tout à fait, bonne question. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu fort, sociétal. Alors l'énergie, c'est vaste, effectivement. C'est à la fois de la production. Donc on va essayer de produire de l'énergie à partir de matières premières. Hein, déjà, je pourrais peut-être dire que l'ensemble des matières premières constitue l'énergie primaire. Hein, c'est-à-dire qu'on met dedans l'électricité, qui n'est pas une matière première, c'est une énergie finale. Mais on va l'englober quand même dans l'énergie globale, en tout cas, qui est utilisée. L'électricité, c'est environ 40% dans le monde, simplement, non même pas, pardon, c'est 20% dans le monde, l'électricité, et le reste, c'est l'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, principalement. Après, on a des énergies renouvelables, des énergies nucléaires, qui donnent de l'électricité. Hein, l'électricité est composée de différentes filières qui permettent de fabriquer cette électricité, donc le nucléaire, le renouvelable. On peut parler de géothermie, de plein d'autres énergies un peu alternatives, hein, si tu veux. Du coup, 80% de ce qui est produit en électricité est fait par charbon. Non, alors 80% de l'énergie primaire dans le monde, c'est de l'énergie fossile, plus de 80%, à peu près 81%. Il y a 5% de nucléaire, 14% d'énergie renouvelable. Je dis ça de mémoire, mais je suis à peu près sûr. En France, on dit qu'on est fortement défossilisé. C'est partiellement vrai. L'électricité est très défossilisée. Parce qu'effectivement, on peut produire de l'électricité avec du charbon, du fioul, du gaz, mais aussi des énergies renouvelables et du nucléaire qui sont des énergies décarbonées. Hein. Donc en France, on produit l'électricité uniquement ou quasiment à 1% près, ou même pas 1%, c'est 0,8% je crois, selon le bilan de RTE de l'équilibrage national de 2024. 0,8% ont été produits avec du fossile. Sinon, c'est pratiquement 100% d'énergie sans CO2 qui va produire l'électricité. Mais il y a également le transport,
Il y a de l'industrie qui travaille le transport, donc avec l'essence dans les véhicules. L'industrie qui travaille avec du fuel, énormément. Électrifier l'industrie, ça coûte cher. Hein, c'est pas simple non plus d'un point de vue des process. Et puis nous avons beaucoup de fuel également dans le chauffage. Donc c'est des gros postes de consommation en France et ailleurs. Et effectivement, c'est ça qui est responsable des 50% ou des 52% de fossiles dans le mix énergétique global. Voilà. Donc la France, est-ce qu'on est un pays qui est décarboné par rapport à d'autres ou comment on se situe par rapport à ça? Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est sorti, on était dans le top 5 des meilleurs pays en transition énergétique. C'est vrai du coup? Alors, je dirais pour l'électricité, c'est vrai. Hein, mais pour l'énergie, globalement, il y a mieux. Il y a mieux que nous. Et c'est qui les meilleurs? On parle souvent de l'Europe du Nord, mais pas de la Suède, curieusement. En fait, on mesure la transition énergétique. Je vais me baser sur les paquets climat, les enjeux, les dispositifs européens. J'y travaille beaucoup puisque je suis en même temps dans le board des gestionnaires de réseaux de distribution au niveau européen. Donc là, franchement, il y a énormément d'objectifs qui viennent se cumuler. Les principaux, c'est réduire la consommation d'énergie d'environ 30%. C'est de réduire le CO2 de 55%. On appelle d'ailleurs ça le Fit for 55. Et c'est d'augmenter la production d'énergie décarbonée renouvelable de 42,5% pour l'éolien et 45% pour le solaire. Donc ça, c'est le plan Repower EU, en fait, ce dernier objectif. Donc on mesure en fait les objectifs de transition énergétique par rapport à ces trois grands critères. Honnêtement, la France en production d'énergie renouvelable est très en retard par rapport à l'objectif. On est même dans le rouge et je dirais même, c'est pas pour s'auto-flageller, on est un peu spécialiste en plus en France là-dessus, et franchement il y a de quoi être fier à bien d'autres égards. Mais on est le seul pays à ne pas avoir atteint les objectifs de développement d'énergie renouvelable en France. En Europe. Tu peux expliquer à quoi c'est dû, par exemple? Ah oui. Tu peux t'étendre dessus ou tu vas te faire des ennemis? Mon explication, en tout cas. Alors, il y a une bonne raison et quelques mauvaises raisons. La bonne raison, c'est qu'on a déjà une énergie qui est déjà très propre, donc avec le nucléaire. Puisque le nucléaire produit à peu près 75% de l'électricité, pas de l'énergie primaire, on est d'accord, donc de l'électricité. Et avec un prix de revient qui est relativement compétitif. Donc bon, prendre place dans un panorama où il y a déjà beaucoup d'énergie défossilisée et puis avec un prix compétitif, c'est quand même déjà par nature un peu plus complexe que quand il n'y a rien, forcément. Après, il y a des raisons qui sont liées aux process administratifs qui sont abusivement longs. Pour développer un parc éolien, typiquement, on met à peu près, je peux te parler de vécu, on met à peu près entre 10 et 12 ans, hein, très sincèrement. Donc, quand même. Pour 30 millions d'euros d'investis, ce qui n'est pas rien, évidemment, mais enfin, on ne parle pas non plus d'une centrale nucléaire qui va coûter 5 milliards, enfin, ou plus. Donc, il y a également quand même des raisons un peu fondamentales quand même, c'est que l'énergie renouvelable n'est pas pilotable. Elle est ce qu'on appelle, on appelle cette énergie, c'est une énergie fatale. Elle est intermittente et non prévisible. Hein, c'est le caractère fatal. Il y a de l'électricité avec des éoliennes quand il y a du vent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Donc, quelque part, en tant que tel, des énergies renouvelables, ce ne sont pas des systèmes énergétiques, parce que ce n'est pas pilotable. Et ça, c'est vraiment le point faible des énergies renouvelables. Donc pour moi, la définition de la transition énergétique, c'est d'essayer de rendre non pas pilotables les énergies renouvelables, mais de faire avec les énergies renouvelables un système énergétique, c'est-à-dire d'ajouter des dispositifs de flexibilité qui vont compléter quelque part le côté intermittent des énergies renouvelables. On peut parler par exemple de stockage d'énergie, parce que quand il y a trop d'énergie, qu'est-ce qu'on en fait s'il n'y a pas de consommation? On la refoule sur le réseau national de RTE. Là, je parle en tant qu'opérateur de réseau, pour le coup. Le producteur dont nous faisons partie, on produit, il y a trop d'énergie au niveau de la consommation, on refoule. On refoule 45 à 55% de tout ce qui est produit sur un an, quand même. Donc, c'est un peu frustrant.
Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de consommation. Donc il faut créer des emplois, il faut créer de l'attractivité dans le territoire également. C'est aussi ça la transition énergétique, mine de rien. Hein. Créer la consommation quand il y a de la production. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas, donc c'est refoulé. Donc on essaye de capter cette énergie qu'il y a en surplus. Et avec du stockage d'énergie, il y a différentes façons de le faire, hein, le stockage de l'énergie. On va capter cette énergie et la réintégrer dans les réseaux quand il y a des besoins. D'ailleurs, ce stockage dont je parle, avec réinjection dans le réseau local, très sincèrement, ça n'existe pas en France. Personne ne le fait. Je suis fier, là je pense vraiment, il faut dire le mot, d'appartenir à une équipe qui a pris le taureau par les cornes et on s'est dit, ok, ben nous on y va. Nous on va faire quand même ça. Parce que ça tombe sous le sens que les énergies renouvelables qui sont intermittentes, si on ne donne pas le côté systémique, pilotable à ces énergies renouvelables, ok, on va les développer, on va dépenser des milliards et des milliards d'euros, mais on va insérer certainement 1, 2, 5, peut-être 10% de plus d'énergie renouvelable dans le système, mais franchement, on va plafonner. Tu as parlé de transition énergétique, il y a un grand de l'énergie, je tairai le nom, qui a dit lors d'une conférence que les Français critiquent beaucoup notre rapport par rapport à l'énergie, mais que les gens ne comprennent pas le terme de transition dans la transition énergétique. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Sur le fait de critiquer, alors je suis d'accord, si les gens ne comprennent pas, il faut leur expliquer. Et déjà, je vois le mal qu'on a à expliquer juste une partie de la transition énergétique qui concerne la production, le stockage, l'insertion des ENR. Il y a énormément d'autres sujets très très vastes et sociétaux également. Enfin bon. Donc effectivement, il faut expliquer aux gens. Maintenant, le terme transition, en fait, moi, je suis assez d'accord, effectivement, qu'il ne s'agit pas d'une transition en tant que telle, parce que ça donne un côté inconfortable, en fait, le côté transition. C'est vraiment une évolution. Hein, y a beaucoup d'évolutions dans les modes de consommation aussi, dans le rapport qu'on a avec l'énergie. Typiquement, on ne se pose pas de questions. Quand on entre dans une pièce, on appuie sur l'interrupteur, et puis il y a la lumière. On ne se pose jamais de questions. Mais depuis qu'on est né, même moi, depuis qu'on est né, on ne se pose pas de questions. Ben, on pourrait peut-être, je suis un peu caricatural par rapport à la lumière, mais sur certains usages, on pourrait quand même se demander si c'est le bon moment de consommer de l'énergie. Donc là, sur quels usages, par je ne veux exemple, pas donner si non plus la responsabilité aux consommateurs. Hein, mais, oui, mais pourquoi pas ? Il y a des sur usages quels sur lesquels usages on peut penser, par exemple, des sortes de... Si tu as des tips à donner. Oui, typiquement, la charge d'une voiture électrique. Ça, c'est simple hein, comme mesure qu'on pourrait prendre. Ça nous fout dans la galère, franchement, quand tout le monde rentre à 6h30 du soir, le 4 janvier, alors qu'il fait moins 8 degrés dehors, à 18h30, on charge les voitures électriques. C'est plus compliqué que quand un consommateur va allumer sa salle de bain à 3h du matin, le 16 août, alors qu'il fait 20 degrés pendant la nuit. Tu vois ce que je veux dire ? Pour lui, il n'y a pas franchement il y a un petit effort pour programmer peut-être sa charge un petit peu plus tard dans la nuit. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on incite aussi les gens à réfléchir sur la sobriété, d'une part, et sur peut-être le décalage des consommations, de façon à être un petit peu plus raccord par rapport aux productions. Tout est là. L'idée, c'est vraiment d'équilibrer le plus possible entre la production et la consommation. Tu parles des voitures électriques. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, parce que du coup, je suis très voiture. Il y a la norme européenne en 2035 où il devrait y avoir 100% du parcage automobile qui devrait être électrique. Ouais. Et on voit que c'est un petit peu en train de revenir sur cette décision parce que la manière dont les batteries sont faites n'est pas vraiment bonne. Ça pollue aussi, on doit les enterrer, mais elles polluent aussi les sols. Est-ce que pour toi, c'est la bonne solution ? Justement, on parlait aussi de transition. Ça va très vite. Est-ce que c'est la bonne solution d'aller très vite et de dire d'un seul coup, on supprime essence diesel et on met que de l'électrique ? Alors, ça va très vite. Il y a quelques questions. Je vais essayer d'y répondre synthétiquement. Ça va très vite. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on n'a quand même pas beaucoup de temps, en fait, hein, par rapport à la carbonation, par rapport au carbone dans l'atmosphère. On n'a quand même pas beaucoup de temps. Je me permets simplement de dire que si
on continue sans rien faire. En 2100, il y aura plus 4 degrés, tout le monde le sait, mais je vais essayer de le mettre en perspective. Il y aura quand même plus 4 degrés de température moyenne sur Terre. Température moyenne. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, il faut savoir qu'à l'ère glaciaire, il y avait de la glace parfois jusqu'à Gibraltar, pendant l'ère glaciaire. Donc bon, on avait une température moyenne de moins 4 degrés par rapport à ce qu'on connaît. Donc plus 4, je te laisse imaginer ce que ça représente par rapport à moins 4. Tu considères du coup que la situation elle est plutôt inquiétante? Exactement. Après, je respecte vraiment les gens qui sont sceptiques, les climato-sceptiques. Il y en a partout, et y compris dans ma propre entreprise, j'en suis persuadé. Et c'est tout à fait respectable. Maintenant, il y a quand même des faits, et je pense qu'on peut dire que l'ère anthropocène, c'est-à-dire l'activité humaine, déséquilibre vraiment le bilan carbone sur la planète. Donc, effectivement, ça va très vite, mais d'un point de vue existentiel, on n'a pas beaucoup de temps. Après, ça va très vite pour d'autres raisons, et essentiellement des raisons commerciales, de prise de part de marché, des raisons de marketing. Des fabricants automobiles sont friands d'innover, d'apporter des nouveautés dans leur marché. Il y a également des gens quand même qui sollicitent de plus en plus de la consommation rapide, donc toutes les nouvelles tendances. Il y a quand même un phénomène de mode autour de tout ça. Toutes les nouvelles tendances, ils vont être assez accros. Donc franchement, je ne dirais pas que ça va trop vite pour des raisons fondamentales, mais ça va peut-être un petit peu trop vite pour la majorité des gens. Après, qu'est-ce que j'ai comme avis sur les voitures électriques? C'est toujours pareil. On a le choix entre des enjeux d'urgence et des enjeux d'importance. L'urgence, donc, c'est le CO2, je pense quand même, très sincèrement. Mais l'importance, c'est d'avoir effectivement des chaînes de valeur et des filières qui soient très solides, de la gestion des matériaux, donc des mines, en l'occurrence, le lithium par exemple, pour parler des batteries automobiles, c'est quand même pas une denrée qui va être inépuisable, donc il faut vraiment bien solidifier ça, et on peut pas l'inventer non plus. Donc des mines jusqu'au recyclage. Effectivement, là, on sent que c'est pas très solide, et c'est pourtant très important de travailler sur cette chaîne de valeur globalement. Et mon avis, c'est effectivement qu'on ne prend peut-être pas assez le temps, peut-être parce qu'on ne l'a pas non plus, mais bon, de solidifier toutes ces stratégies en fait, qui correspondent aux enjeux de la chaîne de valeur. Donc les gens peuvent s'y perdre, effectivement. Après, pour être positif, il y a plein d'avantages aux véhicules électriques, mais il y a une nouvelle filière en laquelle une nouvelle. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'elle est nouvelle et elle a du mal à décoller, là aussi pour des raisons économiques avant tout. Il y a une nouvelle filière qui est en train de voir le jour, j'espère qu'elle va se développer vraiment, c'est l'hydrogène. Les véhicules hydrogène ont le mérite de fonctionner avec un carburant qui est, lui, par contre, complètement inépuisable. L'hydrogène, en termes de molécules, c'est ce qu'on retrouve, ou d'atomes plutôt, c'est ce qu'on retrouve le plus à l'état naturel. C'est le principal constituant de la Terre, en fait, à l'état naturel. Et ça a le mérite également d'avoir des pleins qui vont faire 700, 800, certainement bientôt 1000, 1200 km. Ça a l'avantage de présenter une accidentologie et une sécurité qui sont sans faille. Et puis, bien sûr, c'est totalement renouvelable. Donc ça veut dire quoi? Dans le futur, on va aller à la pompe à essence, mais ce ne sera pas de l'essence, ce sera de la pompe à eau? C'est ça. Ça sera de la pompe à hydrogène, du coup, qui est fait d'ailleurs actuellement à partir de l'eau. Si on veut le faire d'une manière verte, il y a plein de façons de le faire, là aussi l'hydrogène, c'est pareil que l'électricité. Donc c'est par électrolyse de l'eau en fait, et c'est intéressant de coupler l'hydrogène, l'électrolyse avec des énergies renouvelables. Quand il y a trop d'énergie dans le réseau, on peut récupérer le surplus, faire tourner les électrolyseurs, on accumule de l'hydrogène et on stocke ça dans des bidons. Pourvu qu'il soit étanche, l'hydrogène reste dans les bidons pendant même plusieurs mois et plusieurs saisons. Et donc on peut reconstituer quelque part de l'énergie avec de l'hydrogène, dans le sens retour.
voilà, avec une pile à combustible. Hein, donc quand il y a des besoins, donc du coup en hiver, pour l'électricité, ou quand la personne a besoin de faire le plein, eh ben, on retransforme, enfin faire le plein, elle le fait avec l'hydrogène, mais en tout cas dans sa voiture, il va y avoir une pile à combustible qui transforme cet hydrogène en électricité. Et ensuite, c'est une voiture électrique classique, voiture à hydrogène. On essaye juste d'aller vers le mieux énergétiquement, mais il y a des freins, il y a la guerre sur le sol en Ukraine qui a beaucoup impacté aussi le secteur de l'énergie. Est-ce que, selon toi, cette guerre a impacté nos modèles énergétiques? Et si oui, comment? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a bougé? Ça a bougé parce que, alors, d'une manière globale, les marchés, entre guillemets, au niveau énergétique en Europe, sont indexés. Le gaz et l'électricité sont indexés. Pour des raisons diverses, les deux principales, c'est des mécanismes de marché qui sont voulus, et puis des mécanismes de marché qui sont naturels, c'est-à-dire l'offre et la demande. Voilà. Donc globalement, sans rentrer dans les détails, ça serait trop long, c'est pas ça qui répondra à ta question. Il y a une indexation du gaz et de l'électricité. Donc forcément, s'il y a une tension sur le gaz, on va le sentir au niveau de l'électricité. Enfin, au niveau du marché de l'électricité. Si bien quand même qu'en 2022, je vais parler par exemple du spot, bon ça a été traumatisant ça, en août 2022, le spot est passé à 3 000 € le mégawattheure. Pour nous, acheteurs en gros, parce qu'on ne produit pas tout, hein, même si on en produit beaucoup, on a besoin d'acheter de l'énergie, et à un moment il était à 3 000 € le mégawattheure. Avant, allez, 6 mois ou un an avant, 6 mois avant, il devait être à 40 € plus ou moins 5 €. Non mais franchement, hein. Et c'est monté à 3 000. Les raisons, c'est effectivement la géopolitique, donc la crise en Ukraine. Deuxièmement, les raisons techniques liées au nucléaire, puisqu'on avait des suspicions de fissures dans les cuves nucléaires. Donc forcément, l'ASN, enfin l'autorité de sûreté nucléaire, a appliqué un principe de précaution évident d'arrêter certains réacteurs. Donc forcément, on a moins d'énergie. Et troisième raison, intéressant d'ailleurs, c'est la sécheresse. Et c'est pour ça que c'est arrivé en août d'ailleurs, et pas en janvier. D'habitude, on est plus en tension au niveau des prix en janvier qu'en août quand même. Mais la sécheresse a fait que l'hydraulique n'a pas produit, le nucléaire ne produisait pas. Les marchés internationaux au niveau du gaz et l'indexation de l'électricité ont provoqué des carences. Tout ça confondu, voilà, on est passé à un prix spot à 3 000 €, ce qui n'était jamais vu. Très traumatisant. Donc oui, la crise en Ukraine a un impact, comme pas mal d'autres aspects en fait au niveau international, en termes de géopolitique. Et en termes, et puis il y a également des aspects techniques, économiques, marché classiques. Parce que là, on voit il y a quand même des tensions en Europe, outre-Atlantique, où du coup on a les États-Unis qui commencent à rentrer en conflit avec l'Europe, qui imposent de plus en plus de taxes. Est-ce que globalement, l'Europe, on est dépendant énergétiquement des États-Unis et de la Russie? Si demain on les a plus, on devient quoi? Là, je fais un scénario catastrophe. On s'expose à une crise potentielle, je vais le dire comme ça, parce qu'il faut quand même rester prudent. Mais on s'expose à une crise potentielle, parce que je le disais tout à l'heure, on doit avoir à peu près en 2024 ou 2023, parce que les chiffres ne sont pas encore consolidés pour 2024, à peu près 56 ou 8% d'énergie fossile déjà, donc directement on va le sentir, ne serait-ce que le prix à la pompe, hein, et ça c'est extrêmement pénalisant pour un consommateur que nous sommes tous. Ça va être pénalisant également par rapport à l'indexation dont je parlais, donc l'électricité va le subir. Ça va être pénalisant également par rapport à la stratégie de transition ou d'évolution énergétique qu'on veut conduire, parce que on part avec une photo à l'instant T et on veut arriver à un mix énergétique qui va être différent en 2030, en 2050, etc. Très bien.
Mais si les photos bougent en cours de route, franchement, ça va devenir très difficile à manager ces évolutions stratégiques parce que c'est des projets très longs, très capex intensifs, enfin très chers en investissement. Et si les situations de départ, voire même les objectifs d'arrivée changent en cours de route, franchement, c'est compliqué. Et à chaque fois qu'il y a une crise, là je peux parler de la crise de l'énergie de 2022-23 qu'on a traversée, ça a généré des changements de régulation, des changements au niveau du marché, mais très profonds, qui imposent de changer de vision en fait. Donc c'est complexe parce qu'on développe et on va dans un sens, mais au bout d'un moment, on est tellement engagé qu'on ne peut pas changer de cap. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut ménager plein de plans B, des plans B, des plans C, des plans D, pour se prémunir contre tous ces risques. Donc franchement, ta question, je réponds oui à plein de titres. Évidemment que ça va avoir des impacts. Et si l'Europe, on essaye de se mobiliser, comme là c'est un petit peu le cas militairement, si on se mobilise énergétiquement, on aurait de quoi s'autosuffire ou pas vraiment? Si on accélère, excuse-moi, je vais reprendre le terme de transition, là pour le coup, qui s'applique bien. Si on accélère la transition pour s'affranchir du fossile, sans problème. Mais sans problème. Donc moi, je suis un fervent défenseur de ça. Et ça dépendrait de qui, du coup? Ça dépend beaucoup de l'Union européenne, avec des directives qui peuvent quand même être un petit peu contradictoires parfois. Typiquement, je te parlais, pour te donner un exemple, je te parlais du stockage de l'énergie. Nous, notre activité en tant que gestionnaire de réseau, on n'a pas le droit de faire du stockage de l'énergie. C'est quand même ballot parce que ça sert à réguler quelque part un petit peu la production et la consommation et puis d'équilibrer l'énergie qu'on va mettre dans notre réseau. Après, je comprends évidemment pourquoi c'est interdit, parce que c'est peut-être potentiellement, c'est concurrentiel potentiellement. Mais la façon dont on veut faire, nous, le stockage de l'énergie, il faudrait qu'on nous autorise à le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai intérêt à aller un petit peu voir nos amis européens et les députés pour justement agir leur faire comprendre qu'il y a plusieurs façons de faire du stockage. Il y en a qui sont non concurrentiel. Bon, donc il y a un aspect régulatoire ou réglementaire. Il faut peut-être assouplir certaines réglementations, libérer un peu plus les énergies plus individuelles, intellectuelles. Deuxièmement, il faut mettre des moyens. Le coût de la transition énergétique en France, il varie énormément. Je ne vais pas donner de chiffres. Là, il y a 100 chances sur 100 que je tombe à côté de la plaque et il peut y avoir un détracteur qui va me sortir un autre chiffre et il aurait raison en plus parce que ça dépend de ce qu'on veut faire et de quel périmètre on parle. Mais globalement, ça va nécessiter des centaines et des centaines de milliards, évidemment. Donc il faut quand même qu'on puisse rester focus sur ces enjeux et sur les budgets associés. Et ce n'est pas toujours le cas, on le voit bien en ce moment. Il y a quand même une espèce de dépolarisation par rapport à la loi budgétaire. Et c'est largement critiqué par certains. Les budgets de transition énergétique, et pas seulement de l'innovation portée par l'ADEME ou autre, mais les budgets globalement de transition énergétique diminuent d'un facteur 2 à 4 selon ce qu'on regarde. Par rapport aux lois budgétaires à venir, aux projets de loi de finances à venir, dans les réflexions en tout cas. Bon, c'est donc des stop and go en fait, assez souvent, et ça il faut qu'on arrête, justement. Il faut qu'on ait une espèce de continuum. Troisièmement, qu'on se donne les moyens d'impliquer les citoyens. Ça, nous, à la SICAP, on a bien compris et on le fait. On a une vraie stratégie de transition énergétique que j'appelle boucle locale, dans laquelle on va faire participer les citoyens financièrement, avec un retour sur investissement, bien sûr, qui va être garanti, sur les productions d'énergie. Et je passe sur toutes les étapes de la boucle, dont le stockage d'ailleurs, mais il n'y a pas que ça. À la fin, ils vont récupérer de l'énergie verte, locale et compétitive. C'est ça, en tout cas, notre ambition. Notre ambition, c'est vraiment d'associer complètement en amont et en aval les citoyens. La transition, elle ne marchera que comme ça, si on associe les citoyens. Et puis après, dernier point, il y a un aspect de recherche, d'innovation. Ça rejoint un peu le premier point que je disais sur le budget, parce que forcément, ça nécessite
Mais c'est plus large que ça. Il faut qu'on garde nos compétences en Europe et qu'on arrête de sous-traiter en dehors de l'Europe. Malheureusement, ça ne s'arrête pas et ça s'amplifie même encore. Donc on risque de devenir un petit peu plus dépendant progressivement d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue des compétences. Bah écoute, merci beaucoup Thierry d'avoir rejoint la coloc. Est-ce que tu aurais un mot de fin? C'est traditionnel à transmettre sur l'énergie. C'est mieux si c'est positif, mais si c'est négatif, c'est pas grave. J'en ai plein des mots de fin positifs sur l'énergie, mais j'y crois, très sincèrement j'y crois. Là, tu m'as posé des questions sur une analyse personnelle et puis sur ce qu'il faudrait qu'on fasse pour améliorer encore un petit peu plus et accélérer cette transition. Mais en mot de la fin, je dirais que on a un panorama à la fois financier, intellectuel, d'actifs techniques qui est juste exceptionnel en France. On a une énergie qui est parmi les plus décarbonées du monde, énergie électrique, pardon, pour reprendre par rapport à ce que tu m'as demandé au démarrage, qui est parmi les plus décarbonées du monde. On a, je pense, des citoyens qui se sentent impliqués quand même là-dedans. Il faut arrêter de dire que les Français sont toujours des anti et des gens qui sont contre systématiquement. Il faut juste qu'on fasse en sorte de les convaincre. Et pour ça, il faut vraiment les inscrire dans les stratégies. Et Diderot disait, oh, ça c'est une belle conclusion, Diderot disait on n'agit que par intérêt. Quelque part, les inscrire dans cet écosystème et dans cette transition énergétique, c'est ça, c'est leur donner un intérêt. Tu raisonnes, on raisonne tous de la même manière. Hein. Si on n'a pas d'intérêt, forcément, on ne va pas le faire. Et là, pour l'instant, comme c'est fait le marché de l'énergie, le gars qui est dans son jardin, qui voit une éolienne tourner, qui va se trouver à 500 mètres, on n'a pas le droit d'en mettre normalement à moins de 500 mètres. Nous, on fait 700 mètres. D'ailleurs, j'en profite. Globalement, il va la voir quand même, et puis il va bien l'entendre, l'éolienne. Évidemment, il sait très bien qu'il n'a aucun intérêt là-dedans, il va être contre. Mais c'est juste normal. Voilà. Donc, il faut trouver les intérêts, il faut trouver du sens dans tout ça. Et il y en a, faut, plus que le trouver d'ailleurs, il faut l'exprimer. Les idées ne manquent pas, c'est plus les moyens de les réaliser en fait. D'ailleurs, un dirigeant, il a toujours plein d'idées. Et par contre, là où il est facile à mesurer en termes de performance, c'est dans sa capacité à déployer ses idées. Voilà. Donc pour ça, il faut qu'il ait, je parle d'un dirigeant, mais nous, au niveau de la SICAP, on s'attache à être vraiment très proche de notre écosystème politique et à tous les niveaux, hein, y compris au plus haut niveau, citoyen, institutionnel. Voilà, personnellement, je pense que c'est un mot de la fin. C'est un mot de la fin, il y en aurait d'autres. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup Thierry. Avec plaisir, Grégoire.